Emmanuel se dit que le tueur en série est peut-être le stade ultime d'une société chaque jour plus customisée, où chacun exige que ce soit la société qui s'adapte à lui ou elle, et non lui ou elle à la société. Je veux que ma singularité, ma différence, ma religion, mon originalité, ma bizarrerie, pour minoritaire qu'elle soit imposée à la majorité. Je veux que mon moi soit sacré, institutionnalisé, reconnu, intouchable, au nom de mon égoïsme tout-puissant. Si le tueur en série est devenu si populaire, si mainstream, se dit Emmanuel, c'est parce qu'il est le degré ultime du narcissisme ambiant, un cliché au sein d'une société qui est elle-même devenue un cliché. Le symbole d'une société où tout le monde se surestime. Il puise son oxygène dans l'air raréfié de l'individualisme. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, ne dites jamais ce que vous pensez. Comme le tueur en série, devenez invisible. Soyez mainstream. Et méfiez-vous de ceux qui prônent la tolérance. Ce sont les plus intolérants. Bonsoir Bernard Migne. Bonsoir. Si je vous lis et que je vous écoute, on a tous un tueur en série en nous. J'irai pas jusque-là. Non. Mais non, parce que quand on voit ce qu'il y a autour de nous, on voit l'abîme qui nous sépare de ces monstres. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la part d'obscurité, de noirceur qu'on peut avoir en nous, même si elle est toute petite par rapport à ces personnages-là. On est dans cette fameuse exposition dont tout le monde parle, Serial Killer. Ouais. Ted Bundy fait partie de ces serial killers réputés, renommés. Qu'est-ce que ça dit de nous qu'il y ait des files d'attente devant cette exposition, que tout le monde se rue ici? Déjà, la question moi, que je me pose, c'est à quel moment, où s'arrête la saine curiosité, la volonté de comprendre, et où commence le voyeurisme. Et là, je ne sais pas trop où je suis, de quel côté. Est-ce que je suis du côté de la volonté de comprendre ou du côté du voyeurisme? Il y a quand même des choses ici. Je ne suis pas sûr que, par exemple, avoir le crayon de Ted Bundy, là, ça nous aide à comprendre sa personnalité. C'est intéressant le cas de Ted Bundy, parce que c'est aussi... je crois qu'il y a quelque part, il y a John Gacy, le tueur qui se déguisait en clown. Gacy, comme Ted Bundy, recevait en prison des centaines de lettres de jeunes femmes. Fascinées par eux, amoureuses. Certaines amoureuses, alors je ne sais pas si c'était fascinées, amoureuses ou attirées. Et en plus, non seulement John Gacy s'est quand même marié en prison, comme Ted Bundy. On a la même chose en France avec Guy Georges et Patricia Legge. Avec Patricia Legge, en ce moment, il a une relation avec une femme qu'il a rencontrée, qui vient le voir au parloir. Guy Georges, c'est la même chose. Il a été en relation avec une étudiante en droit. Comment comprendre? Parce que, je veux dire, ces personnes sont saines d'esprit, elles savent très bien que ce sont des monstres. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à nouer une relation avec des gens pareils? J'en sais rien. Vous, quelle est votre part de voyeurisme? Alors, est-ce que vous essayez de l'analyser? Non, moi je sais une chose, c'est que je ne vais pas traverser le miroir. Ouais. Donc en fait, je sais très bien que j'écris de la fiction. Oui. Alors certes, c'est de la fiction réaliste. Je me considère comme quelqu'un qui écrit sur des choses très réelles. Parfois, il est vrai, je mélange la réalité et la fiction. C'est-à-dire que dans mes fictions, il y a des faits réels. Ouais. Au début de H, on a ce qu'on appelle des web sluzzers et des fans de true crime, puisque le sujet de H, c'est et ça va être très intéressant d'en parler ici, du true crime. True crime, faut le dire. True crime, ouais. Enfin, le vrai crime, quoi. Les criminels réels qui existent, qui ont existé. C'est le cœur du sujet de H. Mm-hmm. Où est la fiction? Où est le réel? Comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que le crime réel, qu'on suit tous de plus en plus, qu'on voit ici avec ces tueurs en série, est une concurrence pour vous? Pardon, je parle presque de manière commerciale, mais... Oui, ça me gêne un peu d'ailleurs. Le terme concurrence, c'est pas celui que j'emploierais. Non, je pense pas. C'est-à-dire que les gens vont aller regarder sur Netflix, je les vois les séries, je l'ai regardé la série sur Ted Bundy. Mais tout le monde regarde du true crime aujourd'hui. J'ai l'impression que tout le monde... Il y en a en podcast, il y en a sur les chaînes YouTube, il y en a partout. Comment est-ce que vous faites, vous, pour que les gens continuent à vous lire, puisqu'ils savent que ce n'est pas réel? Est-ce qu'il faut pousser le curseur un peu plus loin? Non, certainement pas. Non, mais parce qu'en fait, moi, les gens qui me lisent veulent lire un roman, veulent lire une fiction. Oui.
c'est comme quand on lit un roman de guerre. Oui. C'est pas parce qu'on est attiré Oui, par la quand guerre. on lit, par exemple, je prends l'exemple très célèbre d'Emmanuel Carrère qui fait l'adversaire. Oui. Il se prend un true crime là, dont il se sert et dont il fait une œuvre romanesque. C'est amusant que vous disiez ça, parce que Emmanuel Carrère, c'est précisément ce qu'on appelle la littérature du réel, ce que les anglo-saxons appellent non-creative fiction, c'est-à-dire c'est une littérature hybride entre la réalité et la fiction, où souvent en plus l'enquêteur se met en scène. Et en fait, mon personnage d'Emmanuel, c'est pas un hasard, Saxe, Dont on vient de lire un extrait. C'est quand même inspiré de plusieurs de ces écrivains, dont effectivement Emmanuel Carrère, un petit peu. John Gacy, ouais. Vous les connaissez, j'ai l'impression que vous les connaissez, que vous les avez suivis, écoutés, regardés, essayé de comprendre une bonne partie d'entre eux. Alors, il faut savoir le truc, c'est que j'ai discuté aujourd'hui même, j'ai parlé aujourd'hui même à Philippe Manœuvre, le célèbre Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, en fait, m'a expliqué que la première fois où le terme serial killer est apparu en France, c'est dans un article qu'il a rédigé pour la revue Métal Hurlant. Ah bon ? C'était la première fois. C'était Jean-Pierre Dionnet, je crois, qui revenait des États-Unis et qui voulait à tout prix parler de ce phénomène qu'à l'époque on pensait uniquement américain. Oui, en France, c'est arrivé assez tard. J'ai vu le film L'affaire SK1 sur Guy Georges. SK1 comme serial killer 1. Le premier serial killer, c'est Guy Georges, et on est déjà dans les années 90. Ah, mais en France, on a toujours été en retard sur tout. On a été en retard sur l'ADN, on a été sur le fichier des empreintes digitales. S'il y avait eu un fichier centralisé des empreintes digitales, Thierry Paulin, qui avait déjà sévi, bien sûr, et qui était, qui était déjà dans le fichier à Toulouse, il aurait pu être identifié à Paris. Et là, il y en a un très célèbre qui lui aussi a été l'objet d'une série sur Netflix. Hein. Ouais, les tueurs humanistes, tu les appelles. Ouais, Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Alors, moi, j'ai toujours fait la part des choses. Moi, j'écris des fictions, j'écris pas. Oui. Moi, quelque part, ça me dérange un peu. C'est trop réel. Et je me demande d'ailleurs, quelle est la démarche des gens qui viennent ici ? Parce que ça, c'est épouvantable. Moi, je veux dire, j'espère que c'est du fake, moi, mais bon. Mais moi, j'ai jamais perdu de vue que j'écrivais de la fiction. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit que ça va loin. Mais tiens, vous, parce que moi, quand je parle des tueurs en série, je sais ce qu'ils ont fait, je connais à peu près le nombre de victimes, mais je ne projette pas ce qu'ils ont fait. Vous, en tant que romancier, est-ce que vous arrivez à vous imaginer la scène, parce qu'après il faut la décrire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la violence de l'époque qu'on traverse. Hein. Par exemple, je parle souvent des réseaux sociaux et de tout ce que ça déchaîne comme haine en ligne, etc. J'en parle souvent de ça, des haters, de la haine en ligne et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler des temps qu'on vit. C'est pas uniquement juste. Je parlais uniquement pour distraire, même s'il s'agit aussi de divertissement. Est-ce que vous arrivez à éprouver, c'est parfois difficile? Non, je pense pas que j'arrive à... Est-ce qu'on peut éprouver une victime? Non, je pense que personne ne peut le faire, évidemment. Mais d'essayer de comprendre à tel point que vous arrivez à l'écrire et à nous faire vibrer, à nous faire sentir des choses, à nous faire dresser les poils, parce que vous l'imaginez tellement au plus profond de vous que vous arrivez à le coucher sur le papier. Alors des fois, il m'arrive de faire des trucs un peu bizarres, effectivement, pour me mettre en situation, pour décrire une scène de glacé où Servas se fait agresser par quelqu'un qui arrive par derrière et qui lui met un sac en plastique sur la tête et qui essaie de l'étouffer. Bon, j'ai fait la même chose. Je me suis mis un sac en plastique sur la tête pour me couper la respiration et voir ce qu'on éprouvait quand on avait le plastique qui va rentrer dans la bouche. Mais ça va pas plus loin. Après, moi, je me documente énormément. Je rencontre beaucoup de policiers aussi, qui eux, par contre, en fait, ceux qui sont vraiment en première ligne, c'est eux. Hein. Je vous reprends le livre. H, qui fait un carton déjà. Oui. Ça marche bien. Ben oui. H comme hiver, H comme hécatombe, H comme... Hirtman, c'est derrière. C'est mon tueur en série. Et voilà, on vous parle souvent de Martin Servaz, votre héros, votre flic. Ouais. Et là, quand on met ce titre-là, est-ce que le personnage principal ne devient pas le tueur en série? Est-ce que c'est lui qui attire les foules d'une certaine manière et qui vous attire, vous? Il faut lire le livre pour le savoir, mais je pense que mes lectrices et mes lecteurs sont quand même très, très attachés à Martin Servaz. Ouais. Je pense que la plupart de mes lectrices et mes lecteurs sont des gens très sains d'esprit, en fait. Ouais. Ils préfèrent Alors, c'est pas le héros, parce que je considère pas que c'est un héros, c'est plutôt un petit-héros.
Oui. Personnage principal. Mais non, en fait, il préfère le type intègre, le type droit, parce que c'est quand même quelqu'un de droit. C'est par ça qu'on peut le définir. Mais il est un peu old school aussi, mais il préfère le type de droit au monstre. C'est plutôt bon signe, je trouve. Est-ce que ça peut vraiment exister ? Encore un tueur en série. Ça n'existe plus, les tueurs en série. Si, ça existe toujours, bien sûr que ça existe. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en circulation et qui passent sous les radars. Depuis combien de temps on n'a pas entendu parler en France d'un tueur en série ? On a parlé vaguement Nordal Lelandais, et encore, on n'est même pas sûr. Bah si, Nordal Lelandais. Ah oui, non, sans doute plus. Sans doute, mais on ne sait pas. Ah oui, mais c'est le cas de tous les tueurs en série, en fait. On apprend au fur et à mesure. C'est souvent maintenant, avec l'évolution de la science, on n'en voit plus maintenant. Ah si. Bah, ça devient de plus en plus, et tant mieux, ça devient de plus en plus difficile pour eux de passer entre les mailles du filet, avec l'ADN, avec tout ça. Donc ils vont sans doute moins récidiver qu'ils ne le faisaient à l'époque. Mais c'est intéressant le personnage d'Herman, parce que Herman c'est un type intelligent, un type brillant. Ouais. Et je ne sais plus qui, j'ai fait une émission de télé, il y avait un docte spécialiste qui disait oui, mais les tueurs en série intelligents, comme ça, machiavéliques, c'est de la fiction, dans la réalité ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment du roman. Et je pensais, mais attendez, Ted Bundy, il était plutôt intelligent quand même. Il a même assuré sa propre défense au tribunal. Il est arrivé à séduire des femmes, avoir des relations. Il avait une vie sociale. John Gacy. Gacy était un type totalement intégré socialement, qui a même fait de la politique au niveau de sa communauté, qui allait dans les hôpitaux voir les enfants et les déguisait en clown, on connaît l'histoire. Ces types-là arrivaient à dissimuler leur vraie nature. Vous pensez que ça existe encore aujourd'hui, qu'il y a encore des gens pourquoi ça se serait arrêté du jour au lendemain ? Parce qu'ils ne peuvent plus faire plus d'un crime, 2 crimes, 3 crimes, mais ils sont attrapés très vite. C'est des gens, oui, ça c'est vrai, sans doute. Je pense que dans le Lelandais, s'il n'y avait pas eu l'ADN, les caméras de surveillance et la téléphonie mobile, qui sont aujourd'hui les 3 principaux atouts de la police, s'il avait vécu 20 ans auparavant, Nordal Lelandais, il aurait peut-être fait 30 ou 50 victimes, comme d'autres tueurs en série, ça c'est sûr. Mais après, ce sont des gens qui ont des pulsions. Ah ça disparaît pas. Irrépressibles. Ah oui, ça, je veux bien vous croire que ça ne disparaît pas. Donné, il faut que ça explose, c'est comme la cocotte minute. On y va ? On y va. Donc c'est rarement le tueur en série le sujet principal de mes romans. C'est très rare. Ça en fait partie. Dans H, par exemple, tu as un présentateur télé qui lui aussi est très narcissique. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est assez odieux, qui présente le talk show le plus regardé de France, qui est une forme de... Non, à personne. On ne va pas le dire. Non. Ah, on le dit pas. Le présentateur, à un moment donné, il fait des trucs dont on ne peut pas accuser la personne dont on parle. Vous avez tout à fait... Ah, dont on parle, dont je parle. Donc vous avez compris. Oui. Donc vous parlez, comme tu veux. Allez-y, vous pouvez monter. Ok, merci. Ici. Qui vous avez le plus manqué ? Servaz ou Herman ? C'est quand même Servaz. Ouais. J'aime bien mon personnage fétiche. J'aime bien Herman, c'est amusant. C'est amusant, c'est intéressant, mais bon, Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Oui. Moi, je ne suis pas Martin Servaz, que les choses soient claires. Néanmoins, il y a quand même des aspects de Servaz qui me ressemblent un peu. La technophobie, ce truc-là. Il y a aussi le fait que, de temps en temps, il me permet de dire des choses, d'exprimer des choses, un point de vue sur la société, etc., qui est parfois pas très loin du point de vue que je peux avoir. Pour les non-initiés au Bernard Minier, Servaz, c'est le flic, un type tourmenté, érudit, qui a pour némésis, pour ennemi principal, un tueur en série, donc le fameux Julian Herman. Et dans ce nouvel épisode, il va pas bien, votre héros, qui n'est pas un héros, mais il remet le pied à l'étrier parce qu'une rumeur laisse entendre, ou en tout cas on lui fait comprendre que peut-être Herman est retour dans sa région du sud-ouest. Exactement. Ouais. Comment on se dit, bon allez, je m'y remets, je reparle d'eux et je raconte la suite de leur histoire ? Tout simplement, moi j'essaie à chaque fois d'écrire un roman différent du précédent. Quand vous reparlez de Servaz, est-ce que vous devez vous remettre dans l'optique de ce qu'il est, essayer de le retrouver ? Est-ce que vous dites, tiens, quand j'ai écrit Glacé, la première fois que je l'ai mis en scène,
il était comme ça. Il faut que je retrouve cet état d'esprit où il a évolué, vous avez évolué, et donc il faut le faire changer. J'imagine que c'est un équilibre difficile, ça. Bah, alors déjà, il faut se souvenir comment il était au départ. Et voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai écrit le bouquin il y a 15 ans, quoi. Oui. Donc le premier glacé, c'était il y a 15 ans. Ouais. Donc j'ai des petites fiches. Ah, vous avez des fiches? Ah bah oui, bah, j'ai pas une mémoire. Non, mais c'est-à-dire vous prenez pas un exemplaire de glacé, vous ouvrez une page et vous dites ah, tiens, ah oui, ah il était comme ça. Alors, dans les bouquins déjà sont stabilotés. Ouais. Et en même temps, j'ai aussi des fiches des personnages, aussi bien les nouveaux d'ailleurs que parce que je crée mes personnages avant d'écrire. Effectivement, Servaz a vieilli, Ouais. mes lectrices et mes lecteurs, ceux qui me sont fidèles, ils sont nombreux, ont vieilli aussi. Moi, j'ai vieilli, l'auteur a vieilli, donc effectivement, le Servaz d'aujourd'hui, c'est pas forcément le Servaz de Glacé. Dans le Glacé, il avait 40 ans, aujourd'hui, il en a 55. On y va? Prochaine étape? C'est parti. Bonjour, vous êtes Philippe? Oui. Bonjour. Thibaut, Bonjour. enchanté. Bonsoir Philippe, enchanté. Je présente Bernard. Merci de nous accueillir. On vous suit. Il n'y a pas de raison, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bon, expliquez-nous, on est à l'hôpital Cochin. Oui, tout à fait. Et on va où? Alors on va en sous-sol, Ouais. et quelques carrières conservées par nous-mêmes, l'association, pour mettre en valeur ce site qui peut susceptible d'intéresser les Parisiens. Il se passait quoi là-dessous? Là, c'était, Dans le passé. Bah, Dans ce qu'on va aller voir. Sortez la pierre. Il a pour la pierre de Paris, Ouais, si vous ouais, voulez. ouais. C'était exploité du temps des Romains au niveau de la Bièvre, chaque côté du XIIIe et du XIVe. Ils ont commencé à ciel ouvert, du moins les Romains, et on a continué au Moyen-Âge en suivant la couche calcaire. Vous me disiez, Bernard, que vous imprégniez Des lieux. des lieux, toujours. Ah Ouais. oui, c'est très. Moi, je commence. Donc vous allez voir les professionnels, les gens qui savent, et vous leur parlez. Enfin, et ils vous parlent et vous les écoutez. Ouais, bah, en fait, je vais systématiquement sur les lieux que je décris. Et je commence toujours, alors attention aux ralentisseurs, je commence toujours par une atmosphère, par un décor. J'ai un petit côté cinéaste, j'ai besoin de faire des repérages. Oui. Et donc, comme je l'ai dit, quand ça se passe à Hong Kong, je pars à Hong Kong, je visite Hong Kong la nuit, le jour. Ici, on va baisser la caméra, Romain, parce qu'on ne veut pas montrer où on va. Alors moi, ça m'intéresse aussi le côté sous-sol parce que ça me fait penser à... J'ai appris à utiliser à jouer avec la peur dans un récit avec Lovecraft. D'ailleurs, Lovecraft disait que la plus ancienne, la plus forte émotion humaine, c'est la peur. Oui. Et chez Lovecraft, Oui, c'est primaire, quoi. voilà, et chez Lovecraft, ces créatures, ces monstres, tout son bestiaire, ces grands anciens, tout ça, soit ça vient de l'océan, des abysses, ça remonte des abysses, soit ça vient d'un puits au fond d'une cave, d'un sous-sol. Chaque fois qu'on descend vers le bas, je pense à ça, quoi. Il y a l'odeur. Alors, on n'est pas en odorama, nous, mais on sent l'odeur de la cave, là. Oui, c'est l'humidité, ça c'est sûr. Vous avez ici 95% d'humidité. Et alors, quand on va descendre, on va avoir chaud ou on va avoir froid? Non, c'est à peu près 17 degrés. C'est pas... non, on bouge, ça va. Quand on bouge pas, oui. saison. c'est froid. Tiens, j'ai bien fait de Oui, tout le temps, parce qu'en été, c'est fantastique. Il fait bon. Ah oui, on est deux Personne ne veut sortir. C'est Et fantastique. en hiver, quand il fait 0 degré, Non, il en fait hiver, comme ça. il n'y a pas de froid. Donc vous allez descendre sans trois marches. On y va. 103 marches. Voilà. Ah, et puis en plus, c'est glissant. Vous avez prévenu quelqu'un si jamais on ne revenait pas? Même le bruit, c'est ambiance polar, Bernard. Ah oui, bah là, c'est carrément. Ça devrait. C'est bon. Bon, j'y vais. Allez, hop. Waouh. Ah non. Ouais, c'est pas très... Voilà, nous sommes directement dans cette carrière, consolidée, bien sûr, des piliers de consolidation. C'est du cadre à peu près comme les catacombes, c'est à peu près 4 mètres de haut. Mais le remblai, il a fallu mettre le remblai quelque part, donc en pied, il y a 2 mètres. D'accord. Et quand ils font un mur comme ça, un soutènement, ils creusent 2 mètres pour le mettre bien sur le pied de carrière. C'est énorme comme boulot. Alors là, c'est ce qu'on appelle une fontaine. Hein. En réalité, c'est le niveau de la nappe phréatique. C'est dommage, elle n'est pas propre. Normalement, c'est transparent. Étant donné que là, il y a des... comment dirais-je, ça descend doucement, donc elle ramasse tout le calcaire en descendant. Il y a quand même dans votre livre, il y a plein de moments de tension et où il se passe des choses et il y a de l'action. Et puis il y a plein de moments où il y a juste une atmosphère.
Ça, c'est très important, parce que nombre de fois où ils claquent la porte, où ils ferment à double tour, ils sont chez eux tard la nuit, et en fait, il ne se passe pas forcément quelque chose. Mais c'est le principe même c'est comme un peu comme la différence entre l'érotisme et la pornographie. C'est-à-dire que si tu veux faire monter la tension, tu colles un personnage, disons une jeune femme, mais au hasard, hein, dans un couloir avec plein de portes. On entend un cri derrière une des portes, un hurlement. La tension, elle est, quand on entend le cri, elle monte quand la jeune femme s'approche de la porte, et elle est à son comble quand la jeune femme tourne la poignée et ouvre la porte. Une fois qu'on a découvert derrière qu'il y a je ne sais pas combien de cadavres avec du sang sur les murs et tout, la tension elle retombe. Tu peux faire la scène la plus horrifique qui soit, c'est pas la scène horrifique qui va provoquer la tension. C'est ce qui se passe avant, c'est l'attente, c'est l'incertitude, c'est ce qui est caché dans l'ombre. C'est comme au cinéma, ce qu'on appelle le hors-champ. Oui. Et alors ça peut durer plusieurs centaines de pages, mais si ça devient trop long... mais il y a une gradation, il faut que ça monte, bien sûr. Ça monte jusqu'à une espèce de climax. Et par définition, le climax, il faut que ça soit l'apothéose. Il faut que ce soit le moment de culmination absolue, à la fois de la tension, puis de la résolution. Mais oui, moi j'aime bien ce qu'on appelle l'horizon d'attente. C'est-à-dire que l'horizon d'attente, c'est-à-dire que le lecteur, il attend quelque chose, il sait que quelque chose va advenir, mais il ne sait pas quand, il ne sait pas comment. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'écrire une scène avec du sang partout. Pour revenir à la pornographie et l'érotisme, souvent les scènes de sexe dans les livres sont souvent assez mal décrites. Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux s'arrêter et finir le chapitre au moment où on claque et on ferme la porte. C'est une des raisons pour lesquelles j'évite d'en écrire en général. Ah. Donc là, ça c'est l'échelle d'étiage, ce qui permettait de voir la hauteur de nappe phréatique par rapport au zéro des basons de la Seine. Alors c'est plus haut que la Seine puisqu'on est sur le mont Parnasse. Oui. Ce qui fait que ça n'a jamais été noyé ici, par la Seine du moins. Là vous avez quelques pierres qu'on a pu ramasser. Vous avez toutes les consolidations étaient répertoriées avec le nom des rues. Pour savoir où se trouvait la consolidation à faire, les dates des ingénieurs, vous avez 13B 4R, qui fait 13e consolidation, tranche de Bral, inspecteur des carrières, 4e année de la République. 92 plus 4. Et là, une sorte de liste qui a totalement disparu à la Révolution, ils ont tout buriné, on l'a retrouvée par hasard, celle-là. Alors, on peut venir visiter comment ça se passe Alors, on a l'autorisation. Non, on a de la chance, mais j'ai vu que c'est pas simple. Oui, parce qu'on le fait fut un temps, on a fait les journées du patrimoine, et la mairie de Paris s'est aperçue qu'il n'y avait pas de sortie de secours. Ah, oui. On l'a fait 5 ans, alors terminé, plus rien. C'est bon pour le polar, ça n'a pas de sortie de secours. Ah, oui. Il y a un terme que j'ai découvert, on apprend des choses, les web slutters. Sluther. Sluther, ça vient de sluz, qui en anglais veut dire détective. C'est des espèces de détectives, d'enquêteurs du dimanche qui enfilent leur costume de détective, mais chez eux, quoi, ou depuis leur bureau, et qui se... C'est une vraie tendance, ça existe. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, mais il y a un documentaire extraordinaire qui s'appelle Don't Fuck With Cats sur Netflix, où on voit comment un groupe d'internautes a réussi à identifier et à localiser Luca Rocco Magnotta, exactement. Et oui, c'est une tendance qui existe dans pas mal de pays. Mais alors, vous en faites partie ou vous les avez intégrés, vous les avez appelés oui, parce que là aussi. J'ai vu un peu comment ils travaillaient, puis j'ai échangé avec quelques-uns, mais non, j'ai pas été jusqu'à en faire partie. Comme je l'ai dit, moi, je veux rester un auteur de fiction, je veux pas être dans le réel. Et eux, ce qui les intéresse, c'est des enquêtes réelles. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ils sont un groupe d'enquête, en fait. La police, c'est quoi? C'est 15 personnes. Sur une grosse enquête, comme quelques affaires médiatisées en ce moment, c'est 30 personnes. Là, ça peut être des dizaines ou des centaines de personnes qui sont tous focalisées sur la même affaire, en général les affaires les plus médiatisées, et qui ont à leur disposition un gisement d'informations qui est unique dans l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Internet. Et quand on sait y faire, sur Internet, on peut trouver tout sur tout le monde. Question alors, parce que votre livre, premier, Glacé, a été vu entre les mains d'un homme connu pour ses crimes. Oui, Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, enfin, c'est pas une histoire que j'aime trop évoquer parce que comme je l'ai dit, moi je veux toujours rester du côté de la fiction. Oui, bien sûr. Je veux pas basculer du côté du fait divers. Oui, en fait, la dernière fois on l'a vu dans cet hôtel de Roquebrune-sur-Argent. Il sort de sa chambre d'hôtel. Après il disparaît. Après on ne sait plus s'il est vivant ou mort. C'est là où il s'évanouit dans la nature. Il sort de la chambre d'hôtel et il y a une caméra de surveillance. Il regarde la caméra de surveillance et il a à la main mon premier roman glacé. Ouais. Mais moi je l'ai appris par les journalistes qui eux-mêmes l'ont appris par la police. Puisque la police de Nantes, c'est la police de Nantes, la PJ de Nantes qui enquêtait, s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin qu'il a à la main? Donc ils ont été voir un libraire qui leur a dit ça c'est glacé, de Bernard Minier. Et à partir de là, ils ont commencé à chercher s'il n'y avait pas des pistes dans le roman. Évidemment, il n'y en avait pas. Grâce à Dieu, les crimes commis par ce sinistre personnage, si c'est lui qui les a commis, mais enfin, ça paraît assez peu contestable, ne ressemblant en rien à ce qui était décrit dans le glacé. Est-ce qu'on s'inquiète parfois quand on est un auteur de polar, on décrit des crimes qu'on invente, de la réception que peut en faire potentiellement à 5G? Je pense qu'avec le nombre de true crime qu'il y a aujourd'hui sur les chaînes YouTube, comme j'ai dit, en podcast, sur les plateformes de streaming et partout, avec le nombre de séries télé où il y a plein de choses, de films, ils ont beaucoup plus facilement accès à ce genre de matériel s'ils veulent s'inspirer qu'à mes romans. Moi, mon lectorat, je le croise dans les festivals, dans les salons, ce sont des gens, tout ce qu'il y a de plus normaux. Je fais un lien avec Xavier Dupont de Ligonnès, mais est-ce que par exemple on vous appelle, est-ce que des en même temps, flics... on vient de parler d'une exception à la règle. Bien sûr, des flics vous appellent. On sait par exemple qu'il y a un tribunal, le tribunal judiciaire de Nanterre qui a ouvert un pôle sur les cold cases. Oui. Et je sais qu'on fait appel à des auteurs, à des scénaristes. Alors j'ai été contacté par... effectivement, et d'ailleurs il faut que je leur réponde parce que c'est bientôt. J'ai été contacté par la gendarmerie, effectivement, mais bon, j'ai pas trop le droit d'en parler, c'est un peu confidentiel. Oui, on a vu ça avec la Défense, qui a fait appel à des auteurs de science-fiction pour imaginer des scénarios possibles dans le futur, question du côté des guerres et tout ça. Alors vous, ce serait plutôt pour essayer de faire avancer l'enquête en imaginant ce qui aurait pu se passer? Alors, c'est pas tellement des enquêtes, en fait. Je pense que ce qui les intéresse, c'est de se projeter sur la criminalité du futur. Je pense que c'est ça. Et sur les moyens de la contrer. Je pense que c'est imaginer des scénarios un peu se projeter en avant, faire un peu de prospective sur ce que sera la criminalité dans quelques années. Merci beaucoup. On remonte à la surface parce que nous, il faut qu'on continue derrière. Si vous voulez. Ah bah parfait. Allez, on vous suit. Et là, c'est reparti pour l'escalade. C'est un peu ça, oui. Ça maintient la forme. Merci pour votre accueil. On y retourne? Allez, on est parti. Bon, on revient aux origines un peu. Vous n'êtes pas écrivain à la base? Ben non, enfin si, oui et non. Moi j'écris quand même depuis que j'ai 10 ans. Quoi. Ouais. Au moment où vous devenez adulte, vous partez en Espagne. Je veux pas qu'on en parle tout de suite parce qu'on est dans un endroit particulier. Ouais. Vous revenez d'Espagne, ça a été formateur, à ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, vous allez nous raconter ça. Ouais. Et là, vous devenez douanier. C'est ça. Ouais. Pourquoi? Je passe les concours. Il faut bien vivre. Ouais. Je rentre d'Espagne, j'ai pas un sou en poche. Je vais pas retourner chez mes parents. Les tanguis à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Donc je monte à Paris parce que ma sœur était déjà à Paris. Elle travaillait en région parisienne. Elle travaillait dans l'administration. Donc comme il faut que je fasse quelque chose de ma vie, je passe les concours d'administration et finalement je les ai. Donc je me suis laissé porter par ça. Je pensais y passer 5 années maximum, mais j'en ai passé beaucoup plus. Mais c'est resté quoi, 25 ans d'année? Ouais, c'est ça. Mais vous faites quoi? Vous êtes le type dans les bureaux ou vous êtes le type qui va saisir une tonne de cocaïne sur le port du Havre dans un conteneur? Moi je suis Kafka, moi je suis le type dans les bureaux. C'est marrant parce que quand vous en parlez, vous avez presque une déception. Vous êtes... Là, non, mais dans votre voix, il y a un petit ouais, j'ai passé 25 ans. Comme s'il y avait un regret, quoi. Non, le seul regret, c'est que j'aurais peut-être commencé à écrire un roman comme Glacé plus tôt, quoi. Un roman policier, par exemple. Mais non, j'ai rencontré des personnes formidables dans les douanes. J'ai passé de très bons moments. J'ai aussi connu mon ex-femme dans les douanes. Mes enfants, je les ai rencontrés à cette période-là. C'est une belle période de ma vie, moi. Mais oui, mais à un moment donné, quand même, 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Hein. C'est un tiers de vie, quoi. Enfin, voire peut-être un peu plus même. Donc, peut-être que j'aurais pu m'y mettre avant. Enfin, j'écrivais déjà. Hein. J'ai toujours jamais cessé d'écrire.
Mais j'écrivais pas pour être publié. Glacé, donc vous commencez à l'écrire en quelle année? Parce que Glacé, ça, je c'est commençais- le grand moment. Ouais, Voilà. 2008. Vous commencez à l'écrire en 2008. Ouais. Ok. Pour une... Ça prend du temps parce que vous êtes Ouais. douanier en même temps. Vous, là, vous, Ouais, alors, voilà. ah oui, enfin non, j'ai pas écrit en 2008, j'ai commencé à l'écrire avant, mais au bout de 60 pages, je me dis, bof, c'est pas terrible. Moi, je trouve que c'est pas assez bon. Ouais. Pour moi, c'est pas assez bon. Ouais. J'en ai lu, et je me dis, non, c'est pas à la hauteur de... J'ai pas envie de publier un truc médiocre, quoi. Ou de proposer un texte médiocre. Publier, c'est autre chose. Et donc, je le mets dans un tiroir, je continue à faire des concours de nouvelles, et là, je rencontre un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chambert, qui était très bon dans les concours de nouvelles aussi. Et on se retrouve à Maison Lafitte, où il a le premier prix, j'ai le deuxième. Et on se décide à écrire un roman policier tous les deux. Et là, je me dis, bon, je vais quand même lui montrer les 60 pages que j'ai écrites. Et je lui montre les 60 pages de Glacé, et il me dit, mais c'est vachement bien, quoi, en fait. Ben, il parle pas comme ça, Jean-Pierre. Il doit me dire, mais c'est drôlement bien, c'est extraordinaire. Il me dit, et en plus, tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin de moi, quoi. T'as déjà 60 pages là qui sont toutes prêtes. Et à partir de là, Il a redonné le coup de pied au cul, quoi. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, je commence. Alors là, on est en 2008, je pense. Là, je commence à écrire 250 pages. Il est les premiers à les lire. Il me dit, c'est formidable. Donc j'en écris 400, puis 500, puis 600. Puis je me retrouve avec le texte complet. J'imprime 5 exemplaires sur les machines de l'administration, aux frais du contribuable. Vous allez me rembourser, hein. Moi je vais prendre ma part sur cette histoire. Donc je remercie tous les gens qui nous regardent pour avoir contribué à cette bonne fortune. Et puis après, je vais à la Poste de Montreuil, puisqu'on était à côté. Ouais. Et j'envoie ces 5 exemplaires À 5 maisons d'édition. très connus. Très connu. Ouais. Est-ce que vous avez envoyé à XO? Bien sûr. XO? Alors, c'est vous pas la première. Toutes sauf une. D'accord. Et combien vous donne une réponse positive? Toutes sauf une. Comment ça se fait là? Comment ça se décide d'aller chez XO plutôt que chez d'autres? Bah parce que je rencontre donc, puisqu'ils sont à la Tour Montparnasse, au 47e étage, je rencontre Bernard Fixot, qui est quand même un sacré personnage, un personnage extraordinaire, qui a traversé l'histoire de l'édition depuis les années 70, voire. Et Bernard me fait une proposition que les autres sont incapables de me faire. Je parle pas Financière? Non, je parle pas de il y a aussi Oui. l'aspect financier, mais c'est pas ça qui me... Il y a des questions là-dessus sur quand on ouvrira le capot. C'est le tirage et c'est la mise en place. Ouais. C'est-à-dire, moi je suis... Ah oui, c'est-à-dire qu'il mise sur vous, il dit pas allez, genre, je t'en sors Ouais, 3000 et... Voilà. Et là je me dis, dans cette maison-là, je vais être visible. Parce qu'on Ouais. on sait tous le turnover infernal sur les tables des libraires. Ouais. En fait, aujourd'hui, pour un auteur débutant, c'est extrêmement difficile. Alors justement, c'est ça, votre livre est extraordinaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Tout le monde le sait. Mais il faut que les gens sachent qu'il est extraordinaire et qu'ils puissent l'acheter. Ben, Qu'est-ce qui fait la différence que d'un seul coup, pour en plus un premier roman, Ouais. ça devient un best-seller, un truc immense, quoi. Parce qu'il y a ça, cette idée qu'XO a tout misé, ou a misé. À miser dessus, ouais, bien sûr. Évidemment. Ouais. Bah, le fait est qu'on rentrait chez le libraire, ou ailleurs que dans une librairie, de reste, hein, et on voyait toute une rangée de Mais avec votre de nom qui est glacés. inconnu. Ben oui. Mais ça n'empêche se fait que- souvent, ça, ou c'est un... Ah non, C'est qu'ils ils ont senti, Non, il a non, senti c'est quelque chose qui n'arrive que c'était non. un truc... Oui, bah, il y a cru. Il y a cru, il a décidé de miser. Les autres y ont cru aussi. Les autres pensaient que le texte était bon, parce que sinon ils ne m'auraient pas fait venir. Ouais. Mais ils n'étaient pas prêts à miser autant, quoi. Alors c'est combien d'exemplaires au début? Puis en plus, est-ce que vous comprenez ce milieu et vous savez ce que ça représente ou pas tant que Alors ça? je le sais, oui et non, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait Bernard Pivot, sortait un hors-série du magazine Lire, Ouais. qui Oui, il était expliquait, rédacteur en chef à l'époque. qui était comment être publié ou je sais pas quoi, Ouais, ou comment, ok. enfin, comment devenir. Ouais, ok. Il y avait un peu les... Et il Oui, parce expliquait... qu'apparemment, en France, on dit qu'il y a plus d'écrivains Ouais, que de c'est lecteurs. ça, Ouais, ouais. donc tout le monde veut se faire C'est publier. ce que disait c'est ce que dit Borges aussi. Bientôt, il y aura plus d'auteurs que de lecteurs. Donc je savais que avec un peu de chance, la Valoir ça pouvait être tant, que le tirage ça irait pas au-delà de temps pour un auteur débutant. Or tout ce que me propose Bernard Fixot, c'est bien au-delà. Donc à partir de là, pour moi, les choses sont claires. À quel moment, en gros, vous dites allez, je démissionne, c'est bon, j'y vais, quoi. C'est bon, c'est ce Ah mais que j'ai je mis vais 10 ans à démissionner. faire. Ah bon? Mais oui, parce que dans l'administration, on a quelque chose d'extraordinaire, l'administration française. On a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle une mise en disponibilité, c'est-à-dire un congé sans solde. D'accord. Sauf que ce congé sans solde vous permet évidemment de revenir si vous renoncez, si vous lancez un projet, vous montez une entreprise,
etc. Vous avez cette possibilité-là. Vous êtes mis en dispo, Voilà, mais vous n'avez pas démissionné. voilà. Parce que quoi, il y avait une inquiétude que ça s'arrête? Bah oui, je veux Ouais. dire, c'est un filet de sécurité, pourquoi je m'en serais privé? Vous avez raison. Et puis en plus, oui, déjà je savais pas si le premier allait y avoir de succès. Ensuite, c'est pas parce que vous avez du succès au premier roman que le deuxième va en avoir. On connaît plein d'exemples où un premier roman a un succès formidable et puis ça se renouvelle pas derrière. Bernard Fixot me fait revenir à la maison d'édition un mois ou 2 mois après et me fait une nouvelle proposition pour le deuxième roman. Et là, ça a Donc, encore augmenté. Et là, ça augmente encore au niveau du tirage, au niveau de la valeur, etc. Et donc, moi, j'avais pris 9 mois de disponibilité à l'époque. Là, je reprends 1 an de disponibilité. En fait, parce que j'avais quand même une charge de famille à l'époque. Donc, je calculais en fonction de mon salaire. Et après, j'ai pris 2 ans, et puis 3 ans, puis finalement... Puis j'ai fini par démissionner, bien entendu. C'est dingue de dire qu'à quel âge, 50 ans, Ouais, c'est ça. votre vie change et vous devenez, bon, je sais pas riche, mais vous gagnez de l'argent, vous devenez connu, vous passez à la télé, c'est incroyable parce que ça arrive d'un coup. Ah oui, c'est la preuve que la vie peut changer à 50 ans. On devrait en faire une émission de télé, ça. C'est la preuve qu'il ne faut jamais désespérer. Instituto Cervantes, c'est ça? L'Institut Cervantes, ouais. Dites-moi avec l'accent que... Instituto Cervantes. Alors, les Instituts Cervantes, c'est Bibliothèque Octavio Paz. Magnifique. Les Instituts Cervantes, ils se consacrent à diffuser la culture hispanique dans le monde entier et aussi à l'enseignement de l'espagnol. C'est un peu l'équivalent des instituts français ou du British Council, c'est ça, quoi. Et il y en a dans le monde entier, il y en a en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans tous les pays d'Europe. Et je crois bien, si je ne me trompe pas, qu'il y en a 4 en France. On n'est pas au bon endroit, je crois. Ah bon? Ouais, on est au 11 Alma. Mais l'adresse est juste à côté, il faut aller au 7 rue Quentin Bochard. Faut que vous m'expliquiez alors. On est parti tout à l'heure de cette histoire. Votre histoire, Ouais. l'ado que vous êtes devient un adulte en Espagne quasiment. Oui, entre autres. Mais oui, à partir de l'âge de 14-15 ans, je commence à aller en Espagne tous les étés. Et effectivement, je passe ensuite une année là-bas. Moi, j'appelle ça mon plan Kerouac. Ça coïncidait avec une période Ouais, c'est ça. Une période très particulière de l'histoire de l'Espagne. C'était ce qu'on appelait la Movida. Il y a ce grand mouvement culturel qui est la Movida. Et moi, à cette époque-là, je suis en Espagne. Ouais. Donc, je vis la Movida. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'Espagne fait son éducation et moi, je fais la mienne, en quelque sorte. Et c'est un moment... je veux dire, avoir vécu sa jeunesse à ce moment-là, c'est merveilleux, quoi. C'est-à-dire, pourquoi? Ça ressemble à quoi? Parce que C'est une vie de débauche. Non, on va pas sombrer dans le cliché. Non, mais par exemple, toute la jeunesse espagnole ne parlait que de politique. Ouais. On refaisait le monde en permanence. Un peu comme en 68, ici. Oui, je vois l'idée. Voilà. Ouais. On refaisait le monde, on parlait de politique tout le temps. C'était très festif. Hein. Les Espagnols, par définition, sont festifs. Et là, c'était surfestif, en quelque sorte. Mais c'est surtout que il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espérance. C'était une jeunesse qui croyait dans un avenir radieux. Qui croyait qu'un avenir radieux l'attendait. Et vous étiez là-dedans? Et moi, j'étais là-dedans. Parce que vous avez un lien avec l'Espagne, un lien familial. Parce que ma mère est née en Espagne, elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Donc j'ai du sang espagnol dans les veines et j'ai encore de la famille là-bas et j'y retourne périodiquement. Puis avec Lucia maintenant, je suis amené à y retourner. Alors il faut expliquer, vous parlez de Lucia comme si c'était comme c'est Martin finalement. Lucia Guerrero, c'est mon deuxième personnage récurrent. Oui. C'est une enquêtrice de la Guardia Civile, plus exactement dans... Vous dites déjà que c'est un personnage récurrent parce que... Il y en a 2 déjà. Oui, mais alors oui. ça n'a pas encore l'envergure. Jamais 203. Ouais. Donc voilà. Oui, parce que j'ai entendu dans une interview que le prochain Minier serait pas sur Servaz, donc j'imagine que ce sera avec Guerrero. C'est possible. Ouais. On verra. Mais donc elle fait partie d'un service très particulier qui s'appelle la UCO, l'unité centrale opérationnelle, qui est à Madrid, qui est un peu comme le FBI, amené à être projeté partout en Espagne sur des enquêtes complexes, des enquêtes criminelles. Ce sont des gens très spécialisés, très compétents. Et alors là aussi, pour tout savoir sur ces gens, vous avez dû, j'imagine... J'ai été les voir, Et alors quand on est un Français, c'est plus dur, j'imagine? Non, pas du tout. Ah non? Non. C'est pareil pour toutes les polices du monde, je crois.
Ils sont beaucoup plus méfiants avec les journalistes qu'avec les romanciers. En général, avec les romanciers, ça se passe bien. Ouais. Et donc, oui, ils ont été hyper coopératifs. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. On s'est Enchanté. trompé, on était de l'autre côté. Ah bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bonjour. Merci. Alors, Lo mismo, a your own risk. mucho gusto. Comme ça. Podemos hablar español. Un placer. Sí, 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 todo bien. Vous parlez français? Je parle français, oui. Ah, parfait. Vous êtes muraliste? Ouais, non, je suis artiste visuel, mais de la dernier projet que j'ai fait, chaque fois, les tableaux, ils vous grandissent plus en plus, tu vois. Ouais. Et là, j'ai fait un expo la dernière année à le Palais de la Porte Dorée. C'est fait un tableau de 7 mètres pour 5,50. Wow. Et en fait, c'est un peu l'invitation que l'Institut Cervantes m'a faite par l'exposition, c'était de faire un dessin in situ dans la salle. Ce sont des dessins qui sont pensés un peu sur cette idée de l'exotisme. Non, ils sont nés sont des dessins qu'ils ont faits dans le XVIIe siècle, des explorateurs artistes après le nord du Brésil. Oui, tout à fait. Et un peu, c'était une réinterprétation de ça, mais avec mon expérience à Brésil, que j'ai faite cette année. On peut se mettre là et continuer notre interview Ouais, sans c'est vous bon. embêter? Si. Vous faites un plan. Ça part de là. Je sais un peu l'histoire que j'ai envie de raconter. D'accord. Donc là, vous partez chez vous. Pas Et voilà, oui, dans les là, c'est Pyrénées. facile. Ouais. Mais sinon, je pars en Espagne, par exemple, pour la série des Lucia. Et ça se passe en Galice, donc je pars en Galice. Ça se passe aussi à Cuenca, donc je vais à Cuenca. Donc là, documentation. On prend le maximum d'infos. Mm. Ça prend combien de temps? Oh, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend. C'est un peu variable. Ça dépend. Quand je pars à Hong Kong, c'est plus compliqué que... Sur un roman comme ça, est-ce que vous avez des lettres pour vous dire ah, vous êtes trompé vous avez... Ça, c'est déjà arrivé. Ouais. Ça arrive alors. Pas beaucoup, mais ça arrive. Ouais. Il y a toujours des lecteurs qui cherchent la petite bête. Hein. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui se font C'est plaisir. plutôt flatteur. Et presque. maintenant, avec les réseaux sociaux, en plus, on est en contact direct, quoi. On ne peut pas les éviter. La mais doc est faite. Mais c'est intéressant, moi, je trouve, Ouais. quand les gens me disent attention, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. La doc est faite. On fait un plan. Ça ressemble à quoi? C'est combien de pages? C'est un sur les murs avec des Alors, fils c'est- rouges. C'est plein de chemises sur chaque sujet traité, sur chaque aspect du livre. D'accord. Donc par exemple, là, il peut y avoir un aspect télé. Ouais. Il peut y avoir un aspect webstutter. Ah oui, voilà. l'aspect télé, c'est un peu aussi comme ça, quand même. Hein. Ah ouais, ok. Pour écrire 4 chapitres. Ok, mais après vous les regardez ou c'est une accumulation comme quand c'est- on fait les études, on Je les écrit, on regarde. écrit, on Ah, écrit, je et sais- après. Si, je sélectionne ceux qui m'intéressent. Moi, je D'accord. fais un tri. Et surtout, ça me donne des idées que je n'ai pas eues au départ. À partir de la Ça documentation, donne des possibilités. des possibilités, des idées nouvelles, des scènes nouvelles que forcément je n'aurais pas eues sans ça. Et c'est un va-et-vient sans arrêt entre la documentation et l'invention, jusqu'au moment où j'ai mon histoire en entier, jusqu'au climax, jusqu'à l'épilogue. Et là, à partir de là, je vais pouvoir commencer l'écriture proprement dite. Ça prend combien de temps pour écrire ça? Question un peu bateau, mais ça m'intéresse. Hein. En gros, Juste écrire. Hein. Là, le premier oui, mot. oui, l'écriture proprement dite, on est bien d'accord. 6 mois, Ah ouais, 6 mois. ouais, à peu près. Vous relisez beaucoup? Oui. Vous modifiez beaucoup? Oui. Ouais. Ouais, surtout au début. Au début, il faut trouver le ton, il faut mettre tout en place. Après, ça devient plus fluide. Hein. Ok. Quand on est au milieu du livre, après, on n'est pas en roue libre, mais c'est presque. Vous le faites relire à des gens pendant Bien sûr. l'écriture? Non, pendant l'écriture, non. Non, à la fin. Non, à la fin, tu vois. Comment vous acceptez les possibilités de modification qu'on vous propose? Oui, non, jamais de la vie. Je change tout ce que tu me dis. Quel est le degré? À quel moment vous dites C'est la pertinence. C'est le. Alors, j'ai de très très bons correcteurs qui sont des correctrices d'ailleurs dans ma maison d'édition et qui sont des correctrices fanatiques. Enfin, elles sont elles sont hyper pointues. Elles ont l'œil du tigre, donc je leur fais confiance. C'est pas une Mais ça correction veut pas- d'orthographe, c'est une correction de. Bah, il y a de tout. Hein, il y a construction. de tout. Alors, Ouais. c'est pas non, pas d'orthographe évidemment. Oui. Mais Non, parce que quand on dit correctrice, c'est le premier truc qu'on entend, c'est on corrige les bah, fautes. c'est des incohérences, c'est des coquilles aussi. Ouais. Je me rappelle dans Le Cercle, il a été publié comme ça. À un moment donné, Irène Ziegler passait des menottes en plastique, enfin des serflex à un personnage, et dans le chapitre suivant, que j'avais dû écrire beaucoup plus tard, je ne sais pas,
on entendait le cliquetis métallique Des menottes. des menottes. Ouais. Et donc elles sont là pour voir ça, mais aussi pour faire remarquer que peut-être telle construction de phrase n'est pas idéale, ou que telle description est trop longue, etc. Mais évidemment, c'est moi qui ai le final cut. La question de l'argent. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier avaloir? Est-ce que vous pouvez le dire ou pas? Je sais pas. Oui, je m'en souviens. Ouais. C'était beaucoup, hein, parce que par rapport à un avaloir, au genre d'avaloir qu'on peut espérer dans une maison d'édition à l'époque, hein, quand on était débutant, je crois que c'était 3000, c'est ce que disait le fameux livre de Bernard Pivot. Je crois que c'était 20 000 euros. Ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vais pas le dire. C'est beaucoup plus. Et alors, de toute façon, le avaloir, c'est jamais qu'un avaloir. C'est-à-dire que de toute façon, ça va être ce que vous touchez une année, vous n'allez pas le toucher l'année suivante. Après, sans me dire les chiffres, vous négociez, parce que vous êtes une star de l'édition, vous négociez un peu plus d'argent sur un bouquin vendu. C'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire que si je suis les droits d'auteur, oui, les droits d'auteur. Romancier, par exemple, je touche à peu près 1 euro par roman vendu. Vous, j'imagine que c'est plus et qu'on négocie. Déjà, si vous touchez 1 euro, vous avez de la chance. Mais, en fait, en France, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui démarrent à 8 ou à 6%. Ouais. C'est pas beaucoup. Ouais. Et j'ai appris, mon éditrice norvégienne m'a expliqué qu'en Norvège, les droits d'auteur sont négociés entre le syndicat des éditeurs et le syndicat des auteurs. Il est le même pour tout le monde? Il est le même pour tout le monde, y compris pour Jonas Bo, qui vend des millions de livres. Eh bien, il a le même pourcentage que le petit auteur débutant. C'est le même pour tout le monde. Et en plus, c'est des droits d'auteur qu'ici, quasiment personne n'a. C'est 17%, ce qui est énorme. Vous savez combien vous en avez vendu en tout dans le monde? Depuis le début? D'après les chiffres qu'on me donne. Hein, oui, bien sûr, j'imagine que vous n'êtes pas là pour les vérifier. On doit être dans les 7 millions, je crois, pas loin en France, et 1,5 million à l'étranger. Quelque chose comme ça. Les pays du Nord sont des grands pays de polar. Ah oui, mais c'est très difficile pour un auteur français de s'imposer là-bas. Je crois que la dernière à avoir réussi, c'était Fred Vargas. Donc, la Norvège, la Pologne, j'ai eu beaucoup de succès en Pologne, l'Allemagne, l'Italie, ça marche plutôt bien en ce moment, et la République tchèque aussi, même si c'est un petit pays, mais par marché, ça marche très très bien. L'Espagne aussi, les Lucia ont eu pas mal de succès. Pour l'Institut Cervantes, qu'est-ce que la littérature espagnole a que la littérature française, qu'on dit plus grande du monde, n'a pas? Ah ben ça je sais pas, mais... si, vous savez. Oui, toutes les littératures ont quelque chose de particulier. Comme je l'ai dit, moi je suis un grand fan de littérature étrangère, j'en lis beaucoup. Les Anglais, les Américains évidemment, mais pas que. Ce qu'elle a la littérature espagnole, il y a eu plusieurs moments dans la littérature espagnole. Voilà, quand je parlais du pilier du polar espagnol, du grand... Manuel Vázquez Montalbán, avec son personnage Pepe Carvalho, magnifique. Il y a eu plusieurs moments. Déjà, il y a ça, évidemment. Et oui. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle l'Institut Cervantes. Oui. C'est Don Quichotte. Don Quichotte, moi je me souviens que Milan Kundera a dit dans un ouvrage qui s'appelle L'art du roman, que l'art du roman, c'est l'art de la complexité. Que chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et ça, c'est la vérité éternelle du roman moderne. Et cette vérité-là, elle commence avec Don Quichotte, en fait. Don Quichotte, c'est le premier grand roman moderne. Quand Don Quichotte sort de sa tour, il croit tout savoir grâce à ses romans de chevalerie, il s'aperçoit qu'il se fracasse contre le caractère multiforme et contradictoire du réel, contre les moulins à vent du réel. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a 1000 vérités. Et ça, c'est la vérité éternelle du roman. Et ça, je pense que ça naît avec Don Quichotte. Et ce qui est frappant d'ailleurs avec Don Quichotte, c'est que Don Quichotte, si je ne me trompe pas, est publié en 1605. Et 2 ans avant, on a la première version de Hamlet, qui est finalement la fondation du théâtre moderne. Donc en l'espace de 2 ans, on a le théâtre moderne et le roman moderne qui naissent pour les siècles à venir. On va parler de ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Camilo José Cela. La colmena, en français la ruche. En fait, Camilo José Cela, c'est sans doute un des... Alors je parle sous
la haute autorité De l'Institut Cervantes. de l'Institut Cervantes, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, c'est un des auteurs espagnols les plus importants du XXe siècle. Et ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est que son premier roman, La Familia de Pascal Duarte, est publié, c'est bien ça, la même année que L'étranger de Camus. Ça, c'est en quelque sorte le moment expérimental de la littérature espagnole. Il écrit quelques journées dans la vie de plus de 300 personnages. 300 personnages là-dedans. Et c'est fabuleux. Et j'ai appris la littérature espagnole à travers ces là. J'ai découvert la philosophie avec Ortega y Gasset. Et puis ensuite, mais peut-être que les Espagnols me contrediraient, on a beaucoup parlé du cinéma, on a beaucoup parlé de la musique, mais la littérature n'a pas eu le même impact, la même impulsion. Il y a un moment donné où les lettres espagnoles, face à la concurrence, entre guillemets, de la littérature latino-américaine, des géants comme Garcia Marquez et comme Vargas Llosa, qui vient de disparaître, a un peu pâli, ou s'est endormi, ou a perdu du terrain. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a réveillé, moi je trouve, c'est Javier Marías. Javier Marías, qui est là, qui est où? Qui est ici, avec Corazón tan blanco, un cœur si blanc, hein, dans la traduction française. Et ça, c'est un phénomène très particulier, Javier Marías, parce que c'est un styliste. C'est quelqu'un qui écrit une très belle langue, mais une langue subtile, et puis c'est exigeant, c'est complexe, c'est pas une littérature facile. Et en même temps, ça a eu un succès colossal, ça a eu un très grand public, ce qui prouve qu'on peut associer une littérature exigeante, une littérature subtile, une littérature un peu difficile, avec un très large public. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est sa relation avec les lettres anglo-saxonnes. C'est-à-dire ? Il a été professeur à Oxford, ouais. Il était passionné aussi par Faulkner, par la littérature anglaise, par la littérature américaine. Il a créé une espèce de passerelle entre la littérature anglo-saxonne et la littérature hispanique. Ma documentation, mon plan, mon écriture, la sortie, vous en sortez quasiment un par an. Oui. Ouais. Il y a un côté, le mot est horrible, industriel presque. Comment on fait ? Il est horrible ce mot, mais non, prendre le temps de se dire, allez. Il est calamiteux. Eh oui, mais il n'y a que les auteurs de polar qui font ça. Non. Bon, il y a Amélie Nothomb et les auteurs de polar. Oui. Sinon, ils attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais parce que moi j'adore écrire, et puis moi les vacances ça m'ennuie. Au bout de 3 jours je m'emmerde. Ouais. Donc pour le dire crûment. Oui. Donc j'ai besoin d'écrire. C'est compulsif. Mais alors vous pourriez écrire un roman qui sort du cadre du polar. Ouais. En un an, pareil, avec cette même idée, cette même rapidité. T'es en train de me donner des idées. Ouais. Ouais. J'ai une dernière question. Est-ce que vous regardez la critique ? Vous regardez ce qu'on dit de vous ? Non, c'est ça dépend, sur les réseaux sociaux ou la presse ? Non, la presse. Bon, la presse en général est assez gentille avec moi. Oui, il est très bien accueilli. Oui, mais en général j'ai eu à part un ou deux grincheux, mais... Ouais. Mais bon, d'ailleurs, j'en ai mis un en scène. Vous les appelez ? Non, pas du tout, je ne les connais pas assez. Enfin, si, j'en connais quelques-uns, mais ceux-là, ils sont gentils en général. Je signale quand même en passant qu'Anna Karénine fut traitée de foutaise sentimentale à sa sortie, et que le Courrier d'Odessa écrivit une chose du genre « Montrez-moi une seule page qui contienne une idée ». Quant à Moby Dick, un critique américain avait écrit quelque chose comme « Les descriptions sont d'une monotonie telle que je n'en ai jamais rencontré ». Donc voilà, la critique, il y a à boire et à manger. H. Vous savez quand même que cette lettre, elle est horrible. Moi, quand je lis H comme, vous savez à quoi je pense ? Oui, moi, j'y avais même pas pensé. Non, ça ne m'a pas effleuré. Ouais, non, moi, au contraire, je trouve que graphiquement, c'est intéressant. Ouais, c'est la lettre la plus horrible de l'alphabet. C'est aussi hélicoptère. Oui, ou hôpital. Oui, j'avais bien compris. Ouais. Mais ça peut être plein de choses. Ouais. H. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Moi, je me suis dit, je vais me retourner et je vais avoir... Bon, on ne le dira pas, chacun pense H comme il veut. Vous êtes le premier à me faire cette remarque, mais effectivement, elle est pertinente. Ouais, j'avais même pas pensé. Moi, je voyais le H de hélicoptère. Ah ouais, voyez. Merci beaucoup, Bernard Minier. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Avec grand plaisir. On est bien ici à c'est vraiment, Cervantes. Mais moi, je vais attaquer le Quichotte, mais pas en espagnol.